Bonjour Ghislain, Bonjour. merci de nous accorder un petit peu de temps pour nous parler de ce que tu fais avec les éditions Alaska. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis nous parler les éditions Alaska, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, moi, je suis, c'est ça, Ghislain Dufresne. Je suis un des fondateurs des éditions Alaska. On a parti la compagnie il y a presque 5 ans déjà. En fait, on est 5 amis qui avons décidé de se lancer dans l'édition un peu, en fait, dans le vide sans trop y réfléchir parce qu'il y a deux des 5 amis en particulier qui avaient écrit un livre pour enfants. Et puis, l'illustrateur est aussi un artiste peintre qui connaissait une application de réalité augmentée euh, dont j'ai oublié le nom, mais il utilisait cette application-là pour faire apparaître, quand on scannait ses toiles, il y avait un petit documentaire qui apparaissait sur le contenu de la toile. Donc, à partir de ça, lui, il a eu l'idée d'animer des images du livre que sa copine avait écrit. Et pour le faire, il a pensé à l'application Aurasma qui était gratuite à l'époque. Euh, donc, on s'est mis à penser à tout ça. En fait, on s'est demandé est-ce qu'on va avoir un éditeur régulier ou si on le fait nous-mêmes. Puis là, avec l'application de réalité augmentée, tout ça, on s'est dit on est mieux de tout faire ça nous-mêmes. Euh, donc, on s'est lancé sans savoir comment ça fonctionnait. Et puis, ça s'est quand même assez bien passé. C'est sûr que c'était comme à l'époque, en tout cas, même maintenant, je dirais, c'est pas nécessairement hyper connu, la réalité augmentée dans les livres. Donc, à l'époque, il y a 5 ans, c'était quand même assez nouveau, même si c'était presque le seul livre au Québec qui était fait comme ça. En France, je pense qu'il y en avait un ou deux déjà que nous, on connaissait, là, mais il y en avait peut-être plus que ça. Donc, l'idée, c'était simplement que il y a certaines images dans les livres qui étaient identifiées et quand on scannait avec l'application Aurasma, ben, l'image prenait vie. Puis, en fait, c'est un déclencheur. L'image est comme un déclencheur de vidéo, puis ça donne l'impression que l'image s'anime d'un coup. Tu sais, il y a comme pas de transition, on ne voit pas passer quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment magique, là. Pour les enfants, c'est formidable. Donc, en gros, c'est ça, l'histoire d'Alaska. Ensuite, on a trouvé des gens, des amis qui étaient aussi des artistes qui ont voulu écrire des livres, mais on est resté pas mal dans la jeunesse. On a essayé quelques tentatives. On a 2 BD, euh, on a un livre, un roman graphique aussi, mais puis 2 romans chick-lit qui sont complètement à côté. Là, c'est autre chose. Là, mais en tout cas, l'idée, c'est que sur les 19-20 livres qu'on a présentement, là, il y en a 18 qui ont de la réalité augmentée. Là, fait que, on travaille fort là-dessus. Alors, excuse-moi, la question est bête, mais pourquoi vouloir mettre de l'interaction dans du livre et pourquoi utiliser de la réalité augmentée? C'est une bonne question. En fait, pour le livre, je pense que on trouvait que c'était une façon de se démarquer des autres livres. Donc, on se disait, bon, les gens vont peut-être vouloir l'acheter parce que le livre bouge, même si on peut le lire sans avoir la réalité augmentée. Puis, on s'est rendu compte aussi avec le temps, puis en parlant avec les parents qui l'achetaient, que souvent, il y a des parents qui avaient des enfants qui ne voulaient pas lire, qui n'étaient pas intéressés par le livre. Puis le fait d'avoir des images qui bougent, ben là, l'enfant avait le goût de prendre celui-là, de le feuilleter. Euh, donc, ça apportait l'espèce d'envie de lecture. Puis une fois que c'est commencé, puis que l'enfant a le livre dans les mains, ben, de mettre le téléphone à côté, c'est possible aussi. Donc, ça permet d'introduire l'enfant au livre d'une façon qu'il connaît, parce que souvent les tablettes sont assez connues des enfants à partir d'un très jeune âge. Et juste sur ce public-là, tu trouves alors, que ce soit un plus, ça, j'imagine bien, mais toi, dans ton expérience, est-ce que pour ce jeune public, ça devient un peu plus qu'un plus? Ça devient indispensable de proposer ce genre d'interaction numérique? Ben, avec certaines de nos livres, on a une collection qui s'appelle Zen le bambou. C'est une collection pour intégrer le yoga dans la vie des enfants de façon ludique. Donc, c'est une histoire et dans l'histoire, le personnage fait du yoga pour se calmer ou pour se détendre ou quoi que ce soit. Et puis là, avec l'application, on peut voir la routine de yoga faite par un enfant. Donc, l'enfant voit un autre enfant faire le yoga, il peut l'imiter puis apprendre le yoga de cette façon-là. Donc, c'est
nous, on trouve que c'est un plus parce que comparativement à avoir des photos et essayer de faire comme sur la photo, là, on voit l'enfant qui fait ses poses, qui fait des gestes. Euh, Ça devient presque un incontournable rendu là. Alors, à contrario, enfin, à contrario, c'est pas vraiment à contrario, mais si on parle des enfants, on est obligé de parler des parents aussi. Comment tu abordes la question de l'utilisation du numérique dans les livres avec les parents? Tu sais, on a souvent l'impression que les deux s'opposent et que les jeunes de maintenant, entre guillemets, sont toujours sur leur tablette. Donc, si en plus ils prennent un livre pour retourner sur leur smartphone, mais à quoi ça rime? Les parents voient ça? Ben, il y a certains parents qui sont un peu répulsés par ça, c'est sûr, mais c'est pas la majorité. On a fait le Salon du livre à Montréal, ben, pas cette année parce qu'il y en a pas eu en vrai, mais le dernier, c'était en 2019, là, où on a pu rencontrer des gens, des milliers de personnes à tous les jours. Et puis, sur les milliers de personnes, si on en a rencontré maximum une dizaine dans la semaine, qui n'était pas content et qui ne voulait pas regarder le livre du tout, même si on lui disait que ce n'était pas nécessaire d'avoir l'application pour le lire. Là, aussitôt qu'on disait le mot téléphone ou appareil intelligent, là, il ne voulait pas voir le livre. Mais euh, autrement, les gens voient ça quasiment comme un atout, effectivement. Puis ça met, comme je disais, comme on peut lire le livre sans nécessairement utiliser la réalité augmentée, le parent voit ça comme une espèce de bonbon qui peut ajouter ou non les soirs où il y a le temps ou non de faire la lecture avec son enfant parce que ça rajoute du temps. C'est sûr que c'est plus long lire le livre quand on a l'application. En même temps, ça facilite aussi la lecture pour ceux qui sont de moins bons raconteurs, peut-être parce que là, avec l'animation, par exemple, dans un des livres, c'est un coq qui chante, mais il ne chante pas le bon son. Donc, il sort toutes sortes de bruits, ding-dong, vroom. Donc, la vidéo le fait lui-même, c'est pas le parent qui est obligé de le faire. Alors, c'est encore plus rigolo. Dans ce que vous avez développé, vous avez aussi beaucoup de ressources vraiment destinées à l'éducation et aux enseignants. On a l'impression que c'est un public que vous ciblez vraiment, que vous aimez bien, on va dire. Euh, Oui. qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix de donner des ressources aux enseignants? Et un peu la même question, qu'est-ce qui fait que les enseignants sont intéressés par ces ressources augmentées? Ben, en fait, on s'est rendu compte que les enseignants trouvaient ça intéressant, justement, le fait qu'il y ait la tablette, parce que, bon, comme je disais, ça intéresse les enfants, donc c'est plus facile pour eux de proposer de la lecture. Puis, euh, avec le tableau interactif, je ne sais pas s'il y a ça en France, mais ici, bon, c'est rendu des tableaux blancs interactifs, donc ils pouvaient, ouais, excusez-moi, là, j'ai un blanc de mémoire, transférer l'image sur le tableau blanc avec un appareil intelligent s'il y avait le bon filage, tout ça. Puis là, des fois, les profs ne sont pas hyper techno, ils n'étaient pas capables de transférer l'image, tout ça. Donc, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des espèces de. En fait, c'est des fichiers PowerPoint avec les images du livre et les vidéos du livre. Et puis là, ben, ils peuvent raconter l'histoire et projeter le PowerPoint avec les mêmes images, les mêmes vidéos, mais sans avoir la difficulté de projeter tout ça en tenant le livre puis le téléphone. Et voilà. Fait que ça a été le début. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de faire des activités à partir de ces livres-là. Donc, on peut permettre aux enfants de partir du livre et de créer soit un nouveau personnage dans le livre ou de raconter une histoire différente à partir de l'histoire initiale. Donc, on s'est mis à essayer de collecter tout ça, puis à faire des activités. Là, on est en train de faire un guide pédagogique axé sur Angélie la Lune, qui est un autre de nos livres. Et puis, c'est vraiment une activité qui va durer pendant 3 4 semaines là, dans la classe des professeurs. Donc, c'est un plus pour eux parce que ça leur permet d'avoir des activités à faire sans être obligés de les créer eux-mêmes, là. D'ailleurs, j'ai parlé de mon histoire tantôt, mais j'ai oublié de dire que après quelques années avec Aurasma, on est obligé de faire programmer nous-mêmes notre application parce que Aurasma a été racheté par HP et c'était plus gratuit l'utilisation, là, c'était comme compliqué. Donc, on a décidé de faire notre propre application et depuis ce temps-là, ben, on a les deux mains sur le volant, comme on dit.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des auteurs et de la création d'histoires? Est-ce que ce sont des auteurs qui viennent vers vous parce que vous faites des histoires augmentées? Est-ce que vous allez vers des auteurs en leur disant, bah, tiens, on pourrait justement augmenter ton histoire? Comment se passe la relation? Jusqu'à maintenant, comme je disais, nous, on ne connaissait pas ça. On s'est lancé un peu dans le vide. Donc, les premiers livres qu'on a sortis, c'était des livres qui étaient écrits par les membres fondateurs de la maison d'édition. Ensuite, on a des amis à qui on a demandé, en fait, qui avaient aussi des idées de livres qui nous en ont parlé, puis on les a intégrés. Par exemple, les livres de yoga, c'est ça. Et puis, il y en a d'autres. On a vu des articles dans le journal de quelqu'un qui habitait dans la région ici, qui avait lancé une BD. Puis on s'est dit, mon Dieu, mais c'est des gens de la région, on va les encourager. Puis bon, on ne connaissait pas ça non plus. Donc, la BD, c'était comme une nouvelle corde à notre arc. Ça a été comme ça qu'on a réussi à trouver des gens. On reçoit aussi certains manuscrits. On en a accepté quelques-uns. Mais sinon, pour l'instant, on a développé pas mal comme ça instinctivement. Le présentement, on est en train de se demander si on ne va pas essayer de se diriger vers des auteurs professionnels aussi, en ayant certaines idées d'histoire, puis en leur proposant le style d'histoire qu'on cherche. Mais on est rendu à cette espèce de point limite là, où on va peut-être essayer de basculer vers. Parce qu'à un moment donné, chercher dans les amis, ça devient un peu compliqué. Tu épuises le cercle. Oui. Comment alors, ces auteurs-là, donc ils font un livre et ils font aussi du contenu augmenté. On pourrait se dire que c'est pas leur métier premier de faire du contenu augmenté, s'il y a de la vidéo, s'il y a des choses comme ça. Comment ils voient ça, les auteurs? Est-ce qu'ils se lancent? Est-ce que vous avez des compétences externes qui les aident? Comment se fait l'alchimie de l'augmentation? En fait, je dirais que la- les animations, on y pense avec eux. On essaie de choisir les images qui vont bouger, qu'est-ce qu'elles vont faire comme action. Euh, mais ensuite, pour l'instant, c'est moi qui fait toutes les trames sonores. Euh, j'ai un petit studio ici, puis pour l'animation, on a trouvé un animateur qui est capable de nous faire ça. Donc, on part des images qui sont faites par les illustrateurs. Si on est chanceux, ben, on les a en couche, donc c'est plus facile de les animer. Quand c'est pas le cas, quand c'est un dessin sur une aquarelle ou je ne sais pas trop, là, c'est plus compliqué un peu, mais semble-t-il que ça se fait bien. Fait qu'on on utilise la même technique, peu importe la source du dessin. Euh, mais comme je disais, c'est ça, c'est pas eux qui vont nécessairement créer le contenu qui est interactif, là. Tu nous as dit, hein, les éditions Alaska ont 5 ans maintenant. Ça vous permet d'avoir un peu de recul sur le domaine. Euh, Quelles sont les évolutions que tu as vues, toi, depuis 5 ans? Alors, peut-être sur la partie augmentation, hybridation du livre et du numérique. Quels sont les points intéressants que tu as pu noter à travers tes rencontres, les salons, les choses comme ça? Ben, en fait, je me rends compte que l'intérêt est là. J'ai l'impression qu'il y a il y a beaucoup de maisons d'édition ou d'éditeurs qui souhaiteraient en ajouter. Euh, Mais ceux qui y ont goûté, il y en a certains qui m'ont dit, on l'a essayé, on ne poursuivra pas parce que c'est que ça coûte trop cher ou c'est trop compliqué. Donc, à un moment donné, ils veulent rester dans le livre pur. C'est correct aussi. Et nous, on est content quasiment d'entendre ça parce que ça nous laisse le chemin libre. Mais autrement, j'avoue que tu sais, nous, on a commencé avec le livre pour enfants, puis là, on a été approché récemment là, par deux femmes qui voulaient faire un livre sur la musique classique qui s'adressait plus aux adultes, là. Bon, là, ça ne cadrait pas avec notre ligne éditoriale, donc ça n'a pas fonctionné, mais je me rends compte que il y a plusieurs moyens d'utiliser la réalité augmentée à part la façon dont on le fait nous, là. Donc, pour eux, ils avaient déjà leur idée de comment ils voulaient l'utiliser, mais pour les adultes, j'en vois moins un peu. J'avoue que, bon, c'est pas notre tranche de public, donc on s'intéresse peut-être pas suffisamment aux autres sortes de livres qui sortent pour les adultes, mais du côté enfant, moi, ce que je vois, ça vient surtout justement de l'Europe, là. Il y en a plus qui sont faits du côté de l'Europe qu'il y en a qui sont faits ici.
Et comment tu vois cette hybridation numérique? Parce que là, on parle de réalité augmentée, donc on augmente un livre, on fait apparaître quelque chose, on immerge les personnes dans une ambiance visuelle, sonore, etc. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'augmenter le livre? Est-ce qu'on peut imaginer des histoires? On parle beaucoup de métaverse en ce moment, de choses comme ça, donc des histoires qui commencent dans un livre, qui continuent dans la vie réelle, des choses qui sont du domaine du loisir, de la narration, mais qui pourraient aller plus loin. J'avoue que pour l'instant, c'est ça, on a commencé à essayer de penser à des façons d'aller plus loin dans notre réalité augmentée. Ça impliquerait de reprogrammer l'application qu'on a déjà. Donc ça, on y pense, mais il faut évaluer les coûts, bien sûr. Mais en même temps, c'est sûr qu'on veut aller vers là parce qu'à un moment donné, si on stagne dans ce qu'on fait, on va se faire dépasser par tout le monde. Là, puis c'est pas ça qu'on souhaite nécessairement. Là. C'est le fun d'être un peu à l'avant puis de proposer des choses nouvelles à nos lecteurs aussi parce qu'on est là pour ça, là, leur proposer quelque chose d'un peu différent. Donc, pour l'instant, j'avoue que c'est pas clair où on va aller pour les ajouts, mais on a ça derrière la tête, ça, c'est sûr. Alors, sans trahir de secret, pour les éditions Alaska, les prochaines étapes, c'est quoi? En fait, comme je disais, on a lancé tout ça de façon un peu impromptue. Donc là, on essaie de baliser notre entreprise. On est dans le développement d'entreprise vraiment plus sérieusement. Là, jusqu'à maintenant, on a toujours fait ça un peu en à côté, en passe-temps. Bon, on payait tout le monde, sauf nous. Là, maintenant, on aimerait ça pouvoir se payer aussi. Donc, c'est un peu là qu'on est rendu. On est rendu à l'étape de grossir puis d'augmenter un peu la machine. Mais autrement, en fait, c'est sûr qu'on veut rester dans du livre en réalité augmentée pour la jeunesse. Pour l'instant, c'est le créneau qu'on a. Est-ce qu'on va élargir un peu plus dans les prochaines années pour aller peut-être dans l'ado ou quelque chose comme ça, parce que notre public va grandir aussi. S'il veut nous suivre, ben, ça pourrait être une bonne chose là, d'essayer de faire ça. Donc, il y a plein de choses à faire, en fait. Ah, oui, plein. Bah, écoute, merci beaucoup, Ghislain. Merci pour ton temps. Et Ça me fait puis, plaisir. on mettra donc dans les commentaires de la vidéo et puis dans l'article, évidemment, tes coordonnées. Donc, si on peut faire un appel, hein, si des auteurs sont intéressés et veulent en savoir plus, ben, ils te contactent. Et puis, Oui, vous voyez ce qui se passe. avec plaisir. On prend toujours le temps de lire les manuscrits parce qu'on ne sait jamais sur quel bijou on va tomber. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.